bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Reynders. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre des Affaires étrangères, bien sûr, mais aussi président de la régionale bruxelloise du MR. On va d'abord parler de l'aspect fédéral des choses avec ce président congolais Kabila qui punit la Belgique, qui veut limiter les vols, fermer les consulats, en fait des vexations diverses. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, le pouvoir congolais actuel est devenu infréquentable. Réaction B, ce sont les Congolais qui souffrent les premiers et le plus de ces sanctions. Réaction C, priorité au dialogue. Que choisissez-vous? C'est la deuxième réaction qui est évidemment la plus évidente, d'abord parce que ce sont effectivement des citoyens congolais qui souffrent d'un certain nombre de décisions, de limitation de la coopération au développement ou de l'aide humanitaire, mais aussi de l'accès au visa ou des vols qui pourraient être en nombre plus limité vers Bruxelles. Je dirais que c'est à mettre en corrélation avec la troisième proposition de réponse, le dialogue, parce qu'on va essayer aussi de travailler sur le dialogue. Donc ce que je constate simplement aujourd'hui, c'est qu'il y a une réaction très forte de la communauté internationale, parce qu'il y a une crise politique au Congo. Ce que l'on souhaite, c'est qu'enfin des élections aient lieu dans un espace public ouvert avec tous les candidats qui souhaitent se présenter. Et tant que l'on ne voit pas vraiment d'horizon finalement pour ces élections, même si une date maintenant a été fixée au 23 décembre de cette année, la tension va être là. Alors on sait quand il y a une tension entre la communauté internationale et le Congo, souvent les relations bilatérales avec la Belgique en pâtissent. Donc je vais continuer à gérer cette situation en dialogue. Moi j'ai encore eu, avant le week-end, mon collègue congolais en ligne. J'ai proposé de nouveau que des missions partent sur place pour discuter de tous les aspects de la coopération. On va voir si le dialogue est possible, mais c'est effectivement regrettable que la population souffre à ce point de ce genre de décision, alors que le seul enjeu, je le répète, c'est de sortir de la crise politique au Congo, d'aller vraiment vers des élections. Restons sur l'actualité fédérale. Quelle est votre position sur ce fameux texte concernant les visites domiciliaires visant les illégaux qui doivent quitter le territoire? Est-ce qu'il faut amender ce texte au vu de la levée des boucliers de la société civile et même de certains libéraux? Alors, la première chose, il faut voir l'origine du texte. En 2016, il y a une question posée par une parlementaire CDNV au ministre de l'Intérieur et qui dit on constate qu'il y a des visites domiciliaires réalisées par la police à l'égard d'étrangers en séjour illégal pour pouvoir les expulser. Or, les textes ne sont pas clairs sur le sujet, il faudra peut-être pouvoir légiférer. Et donc, la demande était plutôt d'encadrer des opérations, et ça sert d'ailleurs aussi les services de police, de savoir exactement dans quel cadre on fonctionne. On est en 2016. Le texte arrive, le texte, il est comparable à ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent, et on se dit, comment dès lors faire en sorte que ces visites puissent avoir lieu en respectant un certain nombre d'éléments de principe. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est 2 choses. D'abord, demander à amender. On doit pouvoir préciser ce texte par des amendements ou par des engagements pris par les ministres au Parlement. Mais par exemple, est-ce qu'on est bien en bout de course? Est-ce que tout a été fait pour tenter de mettre fin à une illégalité? C'est quelqu'un qui est en séjour illégal, qui ne demande pas l'asile, et donc qui doit parfois se voir exécuter un ordre de quitter le territoire. Est-ce qu'on a tout fait avant d'arriver à cette mesure? Et puis, est-ce qu'il y a des garanties plus fortes qui sont données, notamment dans le rôle du juge d'instruction à l'égard de cette procédure? Et puis, l'autre élément, c'est de rappeler que les personnes qui hébergent, d'abord, ne doivent en rien être sanctionnées. La loi les protège, déjà la loi aujourd'hui. Et puis moi, je voudrais surtout dire que ces personnes effectuent un travail remarquable. Moi, chaque fois que je vois, que ce soit ici ou ailleurs, des citoyens se démener pour apporter une aide humanitaire, finalement, que ce soit à travers un logement ou à travers autre chose, on doit saluer ce geste-là. Seulement, il faut rendre compatibles ces gestes humanitaires et le respect de la loi. Est-ce que des personnes qui viennent sur notre territoire demandent l'asile ou sont dans une situation d'illégalité à laquelle il faut pouvoir mettre fin? Donc ça veut dire que vous trouvez que c'est une bonne idée qu'à un moment donné, Charles Michel ait dit maintenant on s'arrête. Je crois que c'est une bonne idée d'essayer de voir comment on répond à la préoccupation de départ, parce que je le répète, au départ, c'était cette question disant il y a des visites qui ont lieu, il y a des opérations qui ont lieu régulièrement, est-ce qu'elles sont encadrées? Est-ce qu'on les encadre suffisamment? Je crois que c'est cela. Mais je pense que la préoccupation majeure qui revient aujourd'hui, ça je la comprends, c'est que des personnes qui effectuent, je le répète, un geste humanitaire à l'égard d'autres êtres humains simplement, ne peuvent évidemment pas être mises en cause pour ce geste-là. Et là, il faut être très clair sur le sujet. La loi le garantit, mais on a peut-être besoin de le répéter et de rassurer les personnes qui ont très, très légitimement et avec beaucoup de cœur, je dirais,
développer cette action à l'égard d'autres êtres humains. Alors, avant de parler de la région bruxelloise, un mot des communes, un mot d'Uccle, par exemple, où vous résidez. Vous ne serez donc pas candidat sur la liste menée par Boris Diliès. Alors, vous aviez dit ici même que vous envisagiez un rôle exécutif à Uccle. Tout à fait. Alors, pourquoi vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis parce que je tiens compte des débats qui ont lieu et des réactions que l'on entend. Je ne vais pas revenir sur les scandales qui ont défrayé la chronique en région bruxelloise. Ça a été le SAMU social, maintenant c'est le SIAMU. Mais autour de tout cela est venue cette idée de faire des choix. Et de dire, est-ce que l'on veut s'engager à l'échelon parlementaire, voire exécutif, régional ou fédéral, ou à l'échelon communal? Et donc j'ai fait ce choix de dire à un moment donné, moi j'étais prêt à jouer un rôle effectivement plus actif dans le niveau communal, mais on ne peut pas tourner sans arrêt autour du problème. Il y a un vrai débat sur le décumul, je pense qu'il faut l'assumer. Et donc j'ai fait ce choix de dire, je soutiendrai évidemment comme président de la régionale non seulement les candidates et les candidats à Uccle, mais dans toutes les communes de la région, mais je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas faire croire que je vais jouer un rôle, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le débat. Et le débat, c'est vraiment de dire non, je m'oriente vers le niveau parlementaire et vers le débat à l'échelon régional comme fédéral. Alors, à Uccle, il y a un candidat déçu, Marc Cohls, qui pense présenter une liste indépendante. Est-ce qu'il doit être exclu du MR? Les statuts sont très clairs. Si on se présente sur une liste séparée, nos statuts ont été adaptés il y a déjà quelques temps sur le sujet, on se met automatiquement en dehors du parti si évidemment une liste MR est présentée. On n'en est pas là. Pour l'instant, il y a un certain nombre de déclarations, un certain nombre de démarches qui sont annoncées. Moi, j'essaie de faire en sorte que tout le monde reste ensemble, que ce soit là ou ailleurs, que ce soit à Uccle ou dans d'autres communes. Si on devait en arriver à des démarches de listes séparées, ce n'est pas une question d'exclusion. C'est quelqu'un qui se met alors en dehors de sa propre formation. On peut comprendre aisément que si une liste du mouvement réformateur est présentée et que malgré tout, on va se présenter sur d'autres listes, ou qu'on en forme une soi-même, on se met en marge de sa propre formation. C'est assez logique. Alors la même question pour Alain Destex à XL, où là aussi, il menace de faire une liste de son côté s'il n'a pas une place sur la liste MR. J'ai vu un peu tous les débats sur XL, donc j'ai un peu fait la même démarche. Je peux vous dire qu'Alain Destex sera sur la liste de la bourgmestre à XL, et donc on a trouvé une formule pour qu'il puisse soutenir cette liste, parce que lui, c'était son souhait, de soutenir la liste. Il n'a pas d'ambition, je crois, sur le plan local dans sa démarche. Il voudra certainement continuer à jouer un rôle à d'autres niveaux de pouvoir, mais il y a cette volonté maintenant de mettre tout le monde ensemble, et je pense que les choses sont en ordre, qu'avec la bourgmestre et avec les élus XLois, il y a un accord pour qu'Alain Destex participe à cette liste. Mais il y avait aussi d'habitude un accord pour dire que celui qui faisait le plus de voix se retrouvait échevin. Donc là, on ne suivra peut-être pas nécessairement Je pense que sa démarche est plutôt de soutenir la liste et donc d'être à la fin de la liste, probablement à la dernière place. Vous avez un objectif au niveau des 19 communes. Le soir, parlait de 9 bourgmestres MR sur 19. Oui, j'ai trouvé ça très ambitieux. Nous en avons 6. Oui. Et on nous annonçait déjà que même à la ville de Bruxelles, on allait probablement aller vers le majorat. Moi, je suis évidemment plus prudent que cela. Je souhaite d'abord que l'on consolide notre situation. Nous sommes dans 13 majorités sur les 19. Je ne parle pas encore en outre des communes à facilité en dehors de la région, auxquelles je suis très attentif. Je souhaite qu'on renforce aussi notre position dans les communes à facilité autour de Bruxelles et plus largement même au-delà de Bruxelles. Mais dans la région bruxelloise, 13 majorités, 6 bourgmestres. Je rappelle d'ailleurs, nous avons les 2 seules femmes bourgmestres de toute la région. Il n'y a pas d'autre formation politique qui a proposé une femme au majorat en région bruxelloise. Nous souhaitons d'abord garder ces différentes positions. Si possible, étendre évidemment notre influence. J'espère que d'abord l'électeur nous donnera ce mandat d'étendre notre influence en nous donnant un résultat confortable. Et sur cette base, si on peut aller plus loin, ce sera avec plaisir. Mais je laisse évidemment aux commentateurs le soin de fixer la barre. Je trouvais que dans le soir, la barre était particulièrement élevée, c'est-à-dire d'augmenter de 50% le nombre de bourgmestres. On peut toujours y songer. Moi, j'en serais ravi, évidemment. Alors, il y a un autre défi, c'est le défi régional. Ça, c'est pour 2019. Alors là, il y avait un objectif, c'est la ministre-présidence. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce que cet objectif existe toujours pour vous? D'abord, ça nous intéresse toujours, en tant que formation politique, de revenir aux affaires, comme l'on dit, en région bruxelloise. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement d'affaires d'une autre nature ces derniers temps, on a un tel désaccord au sein de la majorité bruxelloise, on a un tel immobilisme qu'il faut vraiment pouvoir changer les choses. Ça dure maintenant depuis 2004, on est dans cette situation. En région wallonne,
par des circonstances un peu exceptionnelles, on a pu revenir au gouvernement wallon, on voit déjà que les choses changent, qu'un certain nombre de décisions vont dans une autre orientation. Donc ça, c'est l'objectif. À Bruxelles, c'est l'objectif. De faire la même chose. Et ça veut dire qu'à Bruxelles, pour pouvoir faire ça, je crois qu'il faut avoir la main, comme l'on dit aussi, pour reprendre une expression, être probablement la première formation politique le soir des élections, ce qui nous permettrait alors de voir comment réunir d'autres formations. Et je n'ai pas, à part les extrêmes, évidemment, extrême gauche comme extrême droite, je n'ai pas d'exclusive en la matière. Je constate seulement que les divisions sont très fortes, on en parlera peut-être, mais quand je vois qu'un ministre en charge de la formation traite les idées de son ministre-président de stupides, je dis que s'il n'y a pas beaucoup de débats à l'intérieur du gouvernement, c'était sur l'enseignement. Oui. Moi, je crois vraiment qu'on doit maintenant venir avec des projets. Je compte d'ailleurs le faire. Dans les prochains mois, nous allons venir avec des propositions concrètes, les mettre en débat en région bruxelloise avec les citoyens, et puis les transformer évidemment en un programme précis à l'horizon des élections régionales. Vous avez dit que ça vous intéresse pour l'EMR, mais pour vous personnellement? J'ai toujours dit que j'étais prêt à jouer un rôle actif à l'échelon de la région bruxelloise si nous avons l'occasion de traduire cette réalité de l'élection, d'être premier à l'occasion de l'élection, dans la composition d'une majorité. Et pour faire ça, je m'engagerai, je vais le faire au niveau des communales en soutenant tous nos candidats, je m'engagerai à la Chambre, je l'ai dit, mon ambition c'est de mener la liste à la Chambre. Pourquoi? Parce que je souhaite qu'on ait le poids le plus large possible. Or, il faut bien rappeler qu'à la Chambre des représentants à Bruxelles, on est aussi candidat dans les communes à facilité, où nous souhaitons jouer un rôle majeur. Vous voulez faire des voix là-bas? Et nous avons aussi un vote des Belges à l'étranger. Et je pense avoir un certain nombre de contacts avec les Belges qui sont à l'étranger. Alors, si la NVA est incontournable à Bruxelles demain, s'il faut gouverner avec la NVA, est-ce qu'il y aura un accord de gouvernement entre MR, NVA et d'autres partis ou pas? Côté défi, on avait dit qu'il n'y avait pas question. Si jamais. Oui, j'ai vu que ça avait déjà changé. J'ai regardé une interview récente d'Olivier Maguin qui disait si la NVA est incontournable, elle fera la partie flamande du gouvernement et puis on fera. Mais sans accord. Oui, on fera avec d'autres la partie. Et donc quoi? Il y aura les affaires courantes pendant 5 ans. Donc on fera comme maintenant, on ne fera rien, mais ce sera officiel. Ça ne me paraît pas une bonne démarche. Non, moi je ne vais pas vous dire que nous n'allons pas pouvoir gouverner avec la NVA quand je vois ce que nous faisons au niveau fédéral, où on a réussi à mettre l'institutionnel de côté et à travailler sur le socio-économique. À Bruxelles, on est prêt à travailler avec toutes celles et tous ceux qui voudront vraiment changer un certain nombre de choses en matière de mobilité, qui est quand même un des enjeux majeurs sur la région bruxelloise, investir beaucoup plus dans le métro et dans des trams en site propre et dans des développements possibles de transport en commun, plutôt que de s'en prendre à la voiture sans donner d'alternative, et puis travailler sur des sujets qui sont très présents dans l'opinion aujourd'hui. Pas seulement la sécurité dont on parle souvent, mais la propreté, par exemple. Ce sont des thèmes sur lesquels on va devoir développer des projets. Toutes celles et tous ceux qui seront prêts à y participer seront les bienvenus, mais il faut d'abord tenir compte... Pas d'exclusif, sauf à l'extrême droite et à l'extrême gauche, comme je l'ai dit. Alors, reparlons de l'enseignement, parce que vous pointiez Didier Gauzoin qui dit, lui, c'est surtout la formation, et il ne faut pas toucher à une éventuelle régionalisation, non, pas question. Écoutez, Rudy Vervoort, des adaptations quand même un peu régionalistes. Alors, quel est votre avis à vous? Je ne veux pas changer d'avis. Moi, j'ai eu, il y a quelques années, quand je présidais le mouvement réformateur, l'occasion de présenter avec un des membres du mouvement réformateur, Didier Gauzoin. Il faut quand même rappeler que moi j'ai connu pendant près d'une vingtaine d'années Olivier Maguin, Didier Gauzoin, Bernard Clairfailly, dans le même parti. Traditionnel, c'est vrai, mais le même parti. Olivier Maguin, je l'ai connu président du FDF à l'époque en 1995, je pense. Il l'est toujours pour Défi, mais tout le temps à l'intérieur du MR. Et nous avions présenté un livre de Didier Gauzoin. J'ai toujours défendu cette même idée. Ce qu'il faut le plus aujourd'hui à Bruxelles, c'est mettre en correspondance la formation et les entreprises. Il y a énormément de jeunes sans qualification qui doivent pouvoir trouver une qualification pour trouver un emploi. Et donc, où je le rejoins, c'est que c'est ça la priorité. La formation à côté de ce que je disais en matière de mobilité, de propreté, la formation est un enjeu majeur à Bruxelles. Et de grâce, ne pas transformer cet enjeu en un débat institutionnel. Et ça, c'est que je n'ai pas compris dans la position du ministre-président. Parce que si on veut se lancer dans le débat institutionnel sur l'enseignement, ça veut dire qu'on rouvre la voie à un débat communautaire très aigu. Or, ce que nous avons obtenu depuis 2014, c'est que la NVA et d'autres laissent tous ces aspects en dehors. Donc, travaillons plutôt sur la formation à Bruxelles et notamment la formation en liaison avec les entreprises, ce que Bessie est prêt à faire également, ce qu'on fait déjà dans l'Horeca à la construction. Merci Didier Reynders. On se retrouve bientôt. Demain pour un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.